Bonjour à tous, merci aux organisateurs. Vous êtes tous morts de faim, mais bon, je vais aller vite, c'est promis. Je suis seule à parler pour gagner du temps, mais nous sommes 3 et mes complices sont dans la salle et ils pourront répondre aux questions si vous en avez. La poursuite de notre recherche sur l'emploi du bleu égyptien en peinture nous a conduit cette année dans les collections du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles et Maria Paraskeva, qui est ici donc, responsable des collections, a bien voulu se joindre à nous pour la mener. Et nous remercions la directrice Émilie Alonso et tous les membres de l'équipe pour leur aide dans les salles du musée et dans les réserves. Nous faisons donc cette communication à 3 et nous profitons de cet examen des peintures pour faire quelques remarques iconographiques. Je gagnerai du temps et je ne vous réexpliquerai pas la technique que nous utilisons pour mettre en évidence le bleu égyptien, technique de photographie dans l'infrarouge. Paolo l'a fait hier, nous l'avons fait à d'autres colloques, vous êtes habitués. Souvenez-vous quand même que cette méthode présente le grand avantage d'être non invasive puisqu'on ne touche pas aux peintures, c'est uniquement une mise en évidence photographique. Alors, comme nous l'avions déjà montré sur d'autres sites, et ça depuis l'époque classique en Grèce, c'est-à-dire les peintures de Macédoine, mais même avant, des recherches ont été faites par Ariklia Brikoulaki, Giovanni Verri, qui a mis au point cette méthode, et nous, qui nous sommes associés à ces travaux. Donc, le bleu égyptien est utilisé pour toutes sortes de couleurs et toutes sortes de nuances. Alors, je vous emmène à Saint-Romain-en-Galles. Déjà, je pense que la photo est assez claire. Et pour avancer rapidement, je commence par la célèbre peinture des lutteurs provenant des latrines des thermes situées à proximité du musée. Nous avons photographié les panneaux exposés comme ceux qui sont en réserve et qui maintenant sont à Soissons. Nous ne nous étonnerons pas de constater la présence du bleu égyptien dans les zones bleues qui encadrent les panneaux à fond clair. Bon, je ne vous le montre pas, j'estime que c'est assez visible. Alors, moins intuitive est la présence la présence du bleu égyptien sur le soffite de la voûte beige clair, sur les chapiteaux de pilastres également beige, sur certains filets qui bordent ces pilastres, ainsi que sur la bande horizontale rouge-brun située sous les scènes. La carnation des athlètes ne présente pas de bleu égyptien, sauf à l'exception d'un panneau, le panneau T14, actuellement dans les réserves, et qui figure vraisemblablement un combat de Pancrace. On voit que le bleu égyptien a été utilisé dans le rendu des chairs de l'athlète. Je pense que vous le voyez. Alors, nous n'avons pas le temps de revenir sur l'identification des différents sports des athlètes. Le travail avait été fait par Odile Leblanc et ça a été repris par Alix Barbet dans son ouvrage que nous connaissons tous. Nous signalons toutefois que le personnage qui a été identifié comme un arbitre, qui en plus montrait la sortie, est en réalité un sonneur de trompette dont on connaît le rôle important dans les concours athlétiques et les courses de chars. Alors, pour mieux le montrer, nous prenons quelques éléments de comparaison en peinture et en mosaïque. À l'époque hellénistique, les trompettes sont sans courroie. Ce n'est pas moi qui ai étudié, mais il y a une étude qui a été faite. Et vous le voyez ici sur un exemple de Délos, 2e siècle avant Jésus-Christ, dans des concours, des jeux de compétaliastes, qui sont des jeux romains, qui sont introduits à Délos par les populations italiennes qui se sont installées dans l'île. À l'époque impériale, les trompettes, en revanche, sont munies d'une courroie, comme le montrent les mosaïques d'Ostie, d'Aquilée et de Piazza que j'ai choisies, mais il y en avait bien sûr d'autres. À Ostie et à Aquilée, le sonneur de trompette participe au concours athlétique. À Piazza Armerina, c'est dans une course de chars
ce sont des images bien connues, mais il s'agit toujours de la même figure. Alors, si nous revenons maintenant à notre sonneur de trompette de Saint-Romain-en-Galles, eh bien, on distingue, pour vous montrer pourquoi nous changeons l'interprétation, donc, on distingue l'extrémité élargie de la trompette ainsi que la courroie, qui est en partie effacée, mais qui est certaine. Alors, dans leur ensemble, les peintures portées par 3 murs des latrines au-dessus des sièges ont été interprétées dans les précédentes études, et je cite, j'ouvre des guillemets, comme des arcades d'une palestre à travers desquelles on peut apercevoir des athlètes à l'entraînement. Nous y voyons plutôt, après examen, donc, la paroi des latrines peinte de façon illusionniste, avec une alternance de niches voûtées, fictives bien sûr, sur des pilastres schématiques et une alternance avec des interpanneaux ou des panneaux rectangulaires jaunes. Les athlètes sont figurés au fond des niches. En comparaison, pas tout à fait, mais on peut quand même donner cette comparaison, on peut citer la paroi mosaïquée du musée de Naples qui provient d'un nymphée de Campanie et qui montre une alternance de véritables niches et de niches fictives, celle-ci ornée d'une statue de pugiliste vainqueur. Et dans le cas de cette paroi campanienne, les colonnes, toujours fictives, sont placées à l'avant sur des socles, ce qui n'est pas le cas de Saint-Romain, puisque les pilastres soutiennent les voûtes fictives. Alors, je reviens au bleu égyptien. Donc, nous nous sommes intéressés particulièrement à la couleur verte, qui est assez caractéristique de ces peintures de Saint-Romain. Saint-Romain, c'est-à-dire l'antique Vienna, bien sûr, c'est le musée de Saint-Romain, mais les peintures proviennent des 2 rives, l'antique Vienna. Alors, sur certaines peintures, le vert céladon, comme on a dit, n'émet pas de luminescence, il est donc sans bleu égyptien. Comme le montrent les 3 exemples présentés ici, sur 2 d'entre eux, on distingue la présence du pigment, mais pas pour les zones vertes. Sur ce fragment, les feuilles vertes n'émettent pas de fluorescence, contrairement à certaines zones rouges, violets et mauves. De même, pour cette hampe végétale, les feuilles vertes sont sans bleu égyptien, à l'exception de leurs extrémités plus claires, soulignées de traits particulièrement fins. J'espère que vous le voyez à droite. Donc, les fleurs, ici, n'émettent pas de fluorescence. En revanche, certains verts ou certains bleus-verts contiennent du bleu égyptien. Pour le fragment aux amours, le fond bleu-vert présente une fluorescence d'intensité moyenne. En outre, ce pigment a servi pour modeler le volume du corps de l'enfant. Sous le candélabre, le vert émet une faible luminescence. En revanche, elle est plus forte sur la partie supérieure verte de la colonne de la maison au portique peint. Donc vous voyez que les verts de Saint-Romain ont plus ou moins de bleu égyptien. Alors bien sûr, la présence du bleu dans le vert, elle est connue depuis longtemps, depuis un article très, très ancien, mais c'est intéressant de voir que selon les couleurs, selon sans doute les ateliers, eh bien à Saint-Romain, c'est pas facilement prévisible. Alors le traitement des candélabres, dont la finesse indique qu'ils sont métalliques, réserve des surprises et montre que les peintres ont procédé de différentes façons. Sur le fragment de gauche, la hampe et l'ombelle sont réalisées sans bleu égyptien, contrairement à l'amphore d'argent qu'ils supportent. Sur le fragment de droite, tout le candélabre et son décor végétal comportent le pigment, tandis que la bande verte supérieure n'en a pas. Pour rendre le volume, on l'a vu déjà hier, mais pour le volume cylindrique des tiges de candélabre, les artisans ont peint les côtés ombrés de façon différente. On voit ainsi l'emploi de bleu égyptien sur un seul côté. Et ce type de rendu est très fréquent
sur les candélabres peints de l'antique Vienna. Tant que nous en sommes à ce candélabre, nous voudrions préciser quelque chose. Il est connu sous le nom de candélabre à roulettes. Bon, alors il nous semble vraiment qu'il ne s'agit pas de roulettes, d'abord parce que fixées comme elles sont, elles ne rouleraient pas, et d'autre part parce qu'on peut faire la comparaison, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, avec les pieds de, vous reconnaissez bien sûr le célèbre embléma de la Villa Adriana, ce magnifique bassin métallique qui a lui aussi des pieds à section circulaire, même si bien sûr les pieds sont un peu plus longs. Mais enfin, je pense que les roulettes du candélabre de Saint-Romain, il faut les oublier. Bon, c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Alors, sur cet autre exemplaire de candélabre métallique, on constate le même emploi du pigment de bleu égyptien sur un côté, un des deux côtés ombrés. Et l'examen VIL montre que ces deux fragments exposés à l'époque moderne sur le même panneau n'appartiennent pas au même candélabre, puisque l'ombre fluorescente n'est pas sur le même côté. J'en arrive à une autre gloire de Saint-Romain, la célèbre paroi au globe. Alors, elle présente un intérêt particulier, je pense, et je vais essayer de le partager avec vous. Alors, notons au passage, tant que nous y sommes, que les panneaux verts, latéraux sur votre image, émettent une fluorescence. Alors, sur la partie inférieure, pardon, il ne faut pas que je me trompe d'image. Sur la partie inférieure végétalisée, le bleu égyptien souligne les zones éclairées des feuilles et des grains de raisin. Il rend plus brillant le reflet de lumière porté par les petits boucliers suspendus. Ces reflets marquent leur convexité, la convexité de ces objets, ce qui ne permet pas de les identifier comme un tympanone ou comme un oscillum. Parce que ces deux objets sont plats. Ici, nous voyons que ce sont donc des objets convexes. Il y a aussi peu de bleu égyptien sur les plumes de l'oiseau central. Pour la partie supérieure du même panneau, on retrouve le bleu égyptien, dans les boucliers, on l'a dit, dans le petit échassier, d'accord, et sur le fameux globe. Alors, l'interprétation de cet objet a suscité des débats. On l'a d'abord vu comme un globe, qui a donné son nom à la paroi. Puis Alix Barbet a fait remarquer qu'il portait des cercles et l'a identifié comme une sphère armilière, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un globe. Alors, l'identification des cercles de la sphère est certaine, comme l'attestent ceux de la Villa San Marco, vous voyez les exemples que nous avons mis, ou de l'embléma en vermiculatum de Solonte. Vous voyez aussi une sphère armilière plus récente, et sur ces objets, il ne s'agit pas à proprement parler de globes, mais de cercles métalliques présentant le trajet du Soleil et des étoiles, comme on le sait, pour figurer la sphère céleste, telle que la voyaient les anciens avec la Terre au centre. Je vous rappelle que c'est un système géocentré, dit aussi de Ptolémée, en raison de l'origine alexandrine de l'instrument qui servait pour la navigation ou qui pouvait servir aussi de support pour des réflexions philosophiques. Un embléma mis au jour à Pompéi, bien connu, dit de l'Académie de Platon, montre des philosophes dissertant autour de cet objet, et la transposition, et ça c'est plus nouveau peut-être, la transposition viennoise de la même scène dans un schéma géométrisé. Et ce dessin que vous avez à droite est le seul vestige d'une mosaïque de Saint-Romain, aujourd'hui disparue, mais Lanchat disait que peut-être elle était encore en place. Enfin, c'est une longue histoire. Elle a été mise au jour par Schneider au tout début du 19e, elle a été revue après, et puis après, on ne sait plus où elle est. En tout cas, si je vous l'ai montré, c'est parce que ce panneau atteste la connaissance que les habitants de l'antique Vienna avaient de la représentation de la voûte céleste et aussi des réflexions qu'elle suscitait.
Alors sur la paroi peinte de Vienne, il s'agit donc bien d'un globe de verre figurant la voûte céleste sur lequel on fait figurer les cercles d'une sphère armilière, ce qui permet de mettre en évidence la transparence du verre puisqu'on suit les cercles de part en part. Au-dessus de ce globe, on distingue une figure féminine aux jambes nues et le voile transparent qui volait autour d'elle. Une femme sur un globe fait évidemment penser à une victoire. Mais ici, la position de ses pieds en mouvement, sa position des pieds et le mouvement du voile montrent qu'elle danse, contrairement aux victoires qui sont généralement plus statiques lorsqu'elles sont sur des globes. Il faut donc y voir plutôt une bacchante, une ménade, dansant, symétrique du satyre, lui aussi dansant au sommet de l'autre candélabre du même ensemble. Le voici. Alors, ces deux figures sommitales renvoient évidemment à l'univers dionysiaque des salles de banquet ou de réception, comme la vaisselle d'argent qui y est figurée. Le traitement de la partie inférieure végétalisée, là je suis sur l'autre panneau, est proche de celui que nous avons étudié sur le premier panneau. Je ne vais pas recommencer. Mais ici, on note l'emploi de bleu égyptien pour le cratère d'argent avec son anse en forme de dauphin. On le note aussi dans le rendu des pétales des fleurs et surtout dans celui des oiseaux. Dans la partie médiane, ce pigment artificiel est employé pour rendre le candélabre métallique ainsi que les cygnes et l'énochoé métallique suspendus. C'est sans doute une énochoé d'argent, encore une fois. La qualité des peintures montre la maîtrise du peintre, la richesse de son répertoire, le caractère dionysiaque des figures sommitales comme le luxe de la vaisselle d'argent et du globe figuré témoignent de la volonté du commanditaire d'afficher sa culture et donc son statut social. Autre peinture célèbre de Saint-Romain, la frise des échassiers provenant des nymphéas à Vienne. Le bleu égyptien a été employé pour rendre les échassiers et les pétales des fleurs, mais il n'y en a pas sur les feuillages. Alors, j'en arrive maintenant à des observations qui ont permis de voir le geste du peintre sur ces oiseaux, pour rendre ces oiseaux. Alors, pour les parties des oiseaux couvertes de plumes, le peintre a commencé par appliquer une couche uniforme de blanc éclatant. Puis, il a couvert de blanc rosé certaines parties, comme le haut des ailes. Il a rendu le modelé du corps, des cuisses, du cou et de la tête par des couches de blanc grisé, couleur qu'il a également utilisée pour l'extrémité des ailes et de la queue. Le bleu égyptien, absent du blanc éclatant, pour une fois, parce que c'est souvent l'inverse, est employé en proportions différentes pour le blanc rosé et le blanc grisé, donc dans les rehauts ajoutés au-dessus de la première couche. La partie supérieure du décor peint aux échassiers comportait des candélabres à ombelles surmontés d'une figure ailée. Figure, très connue aussi, qui a été interprétée comme un génie ailé et a donné son nom à la peinture. Mais un examen attentif permet de voir d'abord que c'est une figure féminine. Bon, elle est ailée, ça c'est certain, mais c'est une femme, qui porte un diadème et une robe transparente. Le bas de son corps est végétalisé. Ses deux mains tiennent les extrémités d'un rinceau à volute. Il ne s'agit donc pas d'un génie ailé, mais bien d'une déesse au rinceau, figure féminine hybride, végétalisée. La voici en photographie VIL. Les ailes ont été rendues avec beaucoup de soin et on note la présence forte de bleu égyptien. Le procédé est proche de celui du rendu des oiseaux de la même paroi, mais les couches sont inversées. La première couche gris bleuté est riche en bleu égyptien, tandis que les rehauts sont en blanc éclatant et en beige, sans ce pigment. Le pigment est donc utilisé pour la première couche, partiellement couverte par les rinceaux. Ces déesses au rinceau
Rankengottin également, leur nom sous lequel on les connaît, sont d'origine orientale, attestées en Grèce depuis l'époque classique. Ce sont des entités divines liées au renouveau de la végétation, de la nature et donc à l'univers dionysiaque, comme leur parèdre masculin, Sabasios. Bon, dans la salle, il y a Stéphanie Derwell, qui en sait plus que tout le monde sur ce sujet. De la Grèce, elles sont passées dans le monde romain et nous les voyons ici, c'est juste un exemple, dans le triclinium de la villa de Popée à Oplontis. Si je vous montre ceci, c'est que ces figures hybrides végétalisées, féminines ou masculines, sont déjà attestées à Vienne, comme le montrent 2 mosaïques qui étaient superposées dans une domus de la rue des Colonnes. Et il faut ajouter à cette série iconographique les têtes végétalisées présentes sur le pavement des athlètes vainqueurs, également mises au jour à Vienne. Un dernier point, j'en arrive bientôt à la fin, de l'apport de la photographie dans l'infrarouge, la présence ou l'absence de bleu égyptien permet de reconnaître les repeints effectués lors des restaurations de l'époque moderne. Paolo nous en a montré hier, mais nous en présentons ici seulement 2 exemples. Ici, sur les entrelacs qui proviennent de la Maison des Dieux Océans, et ici, sur la peinture dite aux dames. On distingue la partie originelle avec du bleu égyptien, tandis qu'il n'y en a pas sur la partie repeinte dans la même couleur lors de la restauration. Cette technique d'analyse photographique présente donc l'avantage pour des peintures comportant ce pigment de permettre de repérer les interventions modernes, notamment de restauration, lorsque ces dernières n'ont pas été documentées. Nous ajouterons en conclusion, sans que ce calcul présente une réelle valeur statistique, que sur les 69 fragments ou grands ensembles, par exemple les latrines des thermes, c'est un ensemble. Donc sur 69 fragments ou ensembles analysés dans le musée de Saint-Romain en Galles, 53, soit les 3/4, présentent du bleu égyptien, tandis que 16 seulement n'en ont pas. Ce pigment était donc parfaitement intégré à la palette des peintres de Vienna pour une vaste gamme, vous l'avez vu, de couleurs et d'usages, et ce, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Et avec ces jolies fleurettes, nous vous remercions de votre attention. Nous vous remercions pour cette intéressante communication avec les possibilités de ce type de photographie pour étudier la technique définitive de la peinture. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui, je voulais savoir si dans les collections de Vienne, vous avez testé les imitations de marbre et si ça a été positif ou négatif. Alors, est-ce que Maria peut répondre? Pas pour l'instant, mais photographe, c'est un fait. Voilà, donc je disais non, pas pour l'instant, puisque toutes ces analyses qui sont que la première partie d'une longue série qui va suivre, sont mises en place dans le cadre d'une rénovation prochaine en plusieurs phases de l'extérieur, donc du site archéologique, une phase bâtimentaire et une dernière phase sur la collection permanente. Eh bien, nous lançons les analyses et les études de manière plus systématique, notamment de toutes les découvertes anciennes. Je peux juste répondre, mais c'est plus vieux. Pour Délos, oui, à Délos, le bleu égyptien est utilisé pour certaines imitations de marbre. Alors, merci beaucoup à vous trois pour cet exposé. Je voulais savoir, donc il y a un fragment qui représente un petit téros sur fond bleu, et apparemment ce bleu n'est pas un bleu égyptien. Donc, j'ai toujours pensé que c'était du bleu égyptien. Alors attends, j'y arrive. Là, en haut à gauche. Alors si, on voit, enfin vous voyez quand même
sur la photo d'Alain, là, Oui. que le fond a une luminescence. Ah oui, d'accord. Ok. Là où il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a plus de peinture, évidemment, là. Non, il y en non, a bah, plus. c'est Mais- parce que j'étais focalisée sur les petits rayos de l'éros qui est plus... c'est plus concentré, voilà. Oui, Et d'accord. voilà. Donc Oui, derrière, oui, il y a tout bien à du fait, bleu. tout à fait. Oui, oui, Ok. oui. Oui, oui. Mais j'avais une question. Tu as abordé les questions de chronologie à la fin. Est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent en termes d'évolution des usages, ou est-ce que vous n'êtes pas encore rentré dans ce... Alors, bon, on vous a mis les datations, mais ça, c'est grâce à Maria qui qui nous a mis les datations. Moi, je ne les ai pas du tout reprises. Je crois qu'il y a un travail en cours, là aussi, à faire. Moi, je m'occupe plutôt des redatations des mosaïques. Bon, alors c'est pas sans rapport, parce qu'il y a des peintures et des mosaïques qui viennent des mêmes contextes. Non, pour l'instant. Alors, pour l'instant, en tout cas, sur ce que nous avons fait cette année à Vienne, non, moi, je n'ai pas d'observation chronologique. Nous en aurons peut-être l'année prochaine, si tout va bien, pour Chartres, n'est-ce pas, Raphaël ? Mais là encore, non, je ne suis pas capable pour l'instant de dire. Pour l'instant, on a fait essentiellement du repérage, plus, comme vous avez vu, quelques observations iconographiques. Oui. Je voudrais aussi te demander, Anne-Marie, par rapport à ce travail, évidemment, qui nous intéresse beaucoup, puisqu'on travaille sûr, en oui. parallèle sur Oui, oui. les lutteurs, et ce que tu as mis en évidence dans tes photos est intéressant, et donc on échangera par rapport à ça. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ce travail sur la mise en avant des retouches des restaurateurs, et qu'on voit déjà là sur le Petit Amour, qui est bien sur un fond vert en mélange avec du bleu égyptien. Sur ta dernière Oui, voilà, c'est image, oui. là, j'avoue que ça m'interpelle un peu, parce que la zone de Celle-là. repas, oui, voilà, Eh donc ben tout oui. la bande de séparation qui est mise en avant comme étant donc une intervention de restauration, si je comprends bien tes propos. Donc l'ensemble de cette bande qui montre un peu la transition entre le bas et le haut, c'est entièrement repeint ? C'est la seule chose que l'on peut dire. Alors, il n'y a pas de documentation, malheureusement. Mais tout ce que l'on peut dire, c'est que c'est vraiment la même couleur, comme vous voyez, mais que entre les dames, eh bien là, on a du bleu égyptien, alors qu'on ne le voit pas du tout en bas. Parce qu'il y a effectivement tous les mastiques qu'ont utilisé les restaurateurs pour rendre l'image plus lisible, mais du coup, est-ce que dans cette bande de séparation, on n'a pas juste l'idée qu'il s'agissait d'une bande verte sans bleu égyptien ? Oui, mais c'est possible aussi. Mais C'est ce qui vraiment la est question. étonnant, c'est que c'est vraiment la même couleur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la partie basse, il y a une bande blanche et sous la flèche. Dans la partie basse, là, sous la flèche de droite, Oui, il y a une. Pardon. Oui. Il reste quelques traces de bleu égyptien sur une partie blanche. Donc, en fait, il devait y avoir un bandeau blanc par-dessus et qui a été repeint en bleu par les restaurateurs. Mais c'est tout le problème des interventions non documentées. C'est pour ça qu'on vous a montré cet exemple, comme le précédent, qui, lorsque on le regarde comme ça en tant que visiteur, on voit pas bien la différence. Mais bon. Anne-Marie et Alain, est-ce que vous avez fait des essais pour voir si, par exemple, du bleu sur lequel on a mis un fixatif ou quelque chose ne fluoresce ou pas? Alors, le paralloïde, tout va bien. Le paralloïde ne gêne pas. En revanche, le paralloïde gêne, on n'en a pas parlé ici, mais je l'ai fait, enfin j'ai vu ça à Alexandrie et ailleurs, le paralloïde est terrible lorsqu'on veut repérer la laque de Garance ou les produits qui sont, enfin et on le fait ça non pas à l'infrarouge mais à l'ultraviolet, là le paralloïde est terrible. Mais pour le bleu égyptien, non, ça passe bien. Ça n'interfère pas.
Parce qu'on l'a fait au départ, enfin pas au départ, mais quand on est venu, quand on est passé de la Grèce et de l'Égypte à la Gaule, on a commencé à Arles, parce que justement je voulais essayer sur des peintures qui n'avaient pas encore été touchées. Bon, mais après on s'est aperçu que le paralloïde ne gêne pas. Pour l'infrarouge, contrairement à l'ultraviolet.